Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes premières parties. Bonjour Christina. Bonjour Luc. Comment va Je remplace Célia aujourd'hui. Oui. Parce qu'elle est un petit peu malade. Un petit coucou Célia, on espère que tu vas mieux. Oui, parce qu'elle parle un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Par contre, il y en a une qui parle tout à fait bien et qui se moque même un petit peu de moi de temps à autre. C'est Faustine. Tiens, on va voir ce qu'elle va dire aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Donc, le village de Vico est situé à quelques minutes de la marine de Sagone. C'est le chef-lieu du canton des Deux-Saures et ses habitants s'appellent les Huigoulaises. Alors Luc, il faut savoir que Vico, c'est 16 habitants au kilomètre carré sur une superficie de 52 km et 400 mètres d'altitude. En 1866, c'était 2091 habitants, 1519 en 1954 et quand même 850 aujourd'hui. Le village de Vico, c'est 3 médecins, 2 pharmacies, un couvent qui a été fondé par les moines franciscains en 1489 et évidemment un collège. C'est d'ailleurs là qu'on va se retrouver tout de suite. Ah, d'accord, c'est tout de suite beaucoup plus sérieux. Ça nous a donné une idée de thème, bien sûr. On parle d'éco-école aujourd'hui, Luc. Oui, ensemble, tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser, à réagir en tout cas sur l'émission, via Facebook, via Twitter, ça s'est affiché, envoyé. Et on coupe le direct rien que pour vos réactions. On va accueillir le premier invité? Oui. Allez, tous les deux. Bonjour. Jeune homme même. Prenez place, prenez place. Bonjour. Alors, qui est notre invité? Qui est notre invité? On fait une fiche d'identité? Allez. Alors, Romain Bouillon, vous êtes le responsable du programme Éco-école au national. C'est ça. Et vous avez un signe particulier. Vous aimez amener les gens dans la forêt la nuit. Sans lumière. Vous êtes très renseigné, hein. Pourquoi faire? Pour se promener, bien sûr. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Et le but, juste. C'est une expérience assez insolite, en fait, de se promener la nuit en forêt sans lampe, donc, parce que les sens sont un peu aiguisés, le moindre bruit prend beaucoup d'importance, les yeux s'habituent à l'obscurité, on finit par voir, hein, même sans lune. Comme à les chats. la lueur des étoiles, on arrive à distinguer là où on va. Bon, il ne faut pas que ce soit trop couvert au niveau des arbres, hein, qu'il y ait un peu de luminosité qui passe. Sans frontal, rien. Ah oui, rien. Bon, de toute façon. Et en fait, les pieds aussi prennent aussi beaucoup de Parce que vous sensibilité. faites ça pieds nus? Non, je ne l'ai jamais fait encore. Pieds Vous nus, me torse nu. donnez des idées, je vais essayer. Bon, on ne vous a pas fait venir pour parler de vos balades nocturnes, mais... Dommage. Donc vous êtes donc responsable du programme Éco-école au national. Vous allez nous parler un petit peu de ce programme. Avec plaisir. Parce que, voilà, qu'est-ce que c'est l'éco-école? Alors, Éco-école, c'est un programme qui s'adresse aux écoles, aux collèges et aux lycées de France, et même du monde entier. Et l'objectif, c'est de sensibiliser un maximum de nos jeunes, de nos enfants, des élèves français, en l'occurrence, puisque nous, on s'occupe de la France, aux enjeux de l'environnement et du développement durable. Ça fait partie du programme scolaire aujourd'hui. Ça fait partie des cours que les élèves apprennent à l'école, sauf que les enseignants n'ont pas encore été tellement formés à le faire, et notre programme les aide à y parvenir, de manière concrète et positive, parce que c'est des sujets très sérieux et un peu lourds, et on essaie d'aborder les choses de manière la plus positive possible. Ludique aussi. Et surtout de manière concrète aussi, c'est-à-dire qu'on va les amener à réfléchir à quels sont les impacts de leur bâtiment scolaire, qu'est-ce qui se passe dans leur établissement scolaire, quelle est la biodiversité qui s'y trouve, comment les déchets y sont gérés, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer aussi. Alors on va voir qu'il y a beaucoup d'écoles, c'est un programme qui est né en 2005 en France, hein, c'est ça? Aujourd'hui, ça touche combien d'écoles en France? 1800 établissements scolaires, collèges, lycées aussi, donc. Mais pas beaucoup en Corse. On va revenir sur les chiffres justement, vous êtes là pour communiquer. Mais avant cela, on retrouve un petit peu Faustine. Qu'est-ce que vous en pensez, Christina? Oui. Et puis après, on discute concrètement. Tu vas nous parler environnement. Oui, Faustine. Alors Luc, là je suis devant le collège de Vico. On va voir ce que c'est être professeur dans la ruralité, quelles particularités. L'écologie et le développement durable sont des thématiques qui sont complètement intégrées au programme. On va en parler tout de suite avec Madame Passala, professeure de SVT. Venez, suivez-moi. Donc on voit, est-ce que c'est... Bonjour. Bonjour. Alors Madame Passala, dites-moi, quelles sont les particularités d'un professeur dans le rural? Les particularités d'un professeur dans le rural. Je pense que je suis un professeur, j'aurais très bien pu être un professeur des villes. Mais l'avantage dans le rural, c'est déjà l'effectif des enfants, qui nous permet de travailler surtout dans ma matière en sciences de la vie de la terre, dans des conditions optimales. Ce sont des enfants qui sont très proches de la nature par rapport aux enfants des villes. Bon, en Corse, on va dire que c'est un grand village, un grand territoire rural. Mais on reconnaît quand même, moi j'ai travaillé sur Ajaccio. Il y a une différence. Il y a quand même une différence. Ici les enfants, mais moi en plus, donc je suis d'ici, les enfants on les a vus naître. Donc c'est des liens qui se créent et c'est le côté magique d'enseignement. Est-ce que le développement durable et l'écologie font partie intégrante du programme?
Tout à fait. C'est vraiment une partie intégrante du programme, de la 6e et même jusqu'en terminale, pas simplement au collège. Les enfants sont sensibilisés très jeunes, dès le primaire. Alors si j'ai bien compris, il y a une collaboration avec le parc aussi tout au long de l'année. Tout à fait, tout au long de l'année. Surtout sur la classification des animaux et des végétaux. On travaille beaucoup avec le parc. Très bien, donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir Vanina, qui est là-bas, qui est représentante du parc naturel de Corse. Vanina, comment est-ce que vous collaborez avec le collège? En amont, donc il y a le travail scolaire qui est dans l'établissement et par la suite, il y a une sortie sur le terrain où justement, le mois prochain, nous allons sortir avec les 3e sur le lac de Crène et là, ils pourront voir tout ce qui les entoure au niveau de la flore. Donc à la sortie du collège, les élèves sont censés connaître la faune et la flore qui les entourent. C'est ça. Alors justement, on va voir si Luc et Célia, vous connaissez la flore de Corse. Qu'est-ce que c'est cet arbre? C'est un tilleul. Merci. C'est un tilleul, bien sûr. Ouais, enfin hostile. Alors là, c'est intéressant le sujet qu'on vient de voir, parce que là, on fait de l'écologie au collège. J'ai l'impression qu'on est une éco-école, sauf qu'on n'a pas le label éco-école. Mais il y a énormément d'enseignants qui font un travail extraordinaire dans toute la France en matière d'éducation, de sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Avec Éco-École, on essaie de passer un cran au-dessus et de mobiliser l'ensemble d'un collège, l'ensemble d'un lycée ou d'une école dans une démarche de long terme sur plusieurs années, où ils vont progressivement approfondir des thèmes, l'eau, l'énergie, les déchets, l'alimentation, la biodiversité, les solidarités, et pratiquer ces projets collectivement, d'une part au sein de l'établissement, qui est vraiment les enseignants, mais aussi les équipes administratives, les agents techniques. On l'a vu là d'ailleurs, quelqu'un du parc naturel qui était sur le plateau. Et des partenaires extérieurs, comme les collectivités qui gèrent les établissements scolaires aussi, qui ont leur mot à dire sur la façon dont l'énergie est consommée dans l'école, sur les économies qui peuvent être réalisées. Ça les intéresse, je pense. Ou sur l'introduction de produits bio à la cantine, par exemple. Donc, en fait, de manière très concrète, et c'est les élèves qui le font, en fait. En tout cas, c'est notre proposition. C'est que ce soit les élèves qui soient force de proposition, qui fassent un diagnostic, un état des lieux de leur établissement scolaire, et que du coup, ils définissent des actions. Alors, on va essayer de ne pas y aller trop vite dans les actions, parce que si on se met des objectifs trop ambitieux d'un coup, on risque de s'épuiser et de dire « Ok, Éco-École, c'est pas pour nous, on n'est pas prêts ». L'idée, nous en tout cas, notre objectif, c'est d'accompagner ces établissements. On est là présents physiquement, on peut aller les rencontrer. Vous pourriez aller le rencontrer. Ouais, c'est qui fait la demande de vous rencontrer? C'est les établissements qui s'inscrivent en fait chaque année au printemps. D'accord. Aujourd'hui, on a 1800 en France. D'accord. Et donc vous avez justement des relais au niveau local. On a vu dans le sujet que le parc régional était notamment impliqué dans le développement durable. Et au niveau des objectifs, c'est vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge. Oui, nous on travaille avec les écoles maternelles et primaires. Jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée. Maternelle incluse dans les primaires, sinon école élémentaire. D'accord. Okay. À partir de l'élémentaire. Je vous propose qu'on accueille notre seconde invitée, qui est une coordinatrice pédagogique, Céline, et qui fait un petit peu votre relais ici en Corse de l'éco-école. Je vais le chercher? Oui. Enfin, je vais la chercher. Je ne sais pas pourquoi je vais masculiniser à tout prix. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Prenez place. Christina, vous vous présentez. Bonjour Céline. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors Céline, vous êtes coordinatrice pédagogique à Rinascida. Donc vous faites le relais d'éco-école en Corse. Le relais d'éco-école en Corse, exactement. Alors vous œuvrez donc pour mettre en œuvre ce programme au niveau local. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre quotidien. Notre quotidien. Donc au sein de l'association, on monte et on mène déjà plusieurs programmes pédagogiques qui tournent autour de l'environnement et qui entrent tout à fait dans les thématiques du réseau école. Donc ces programmes pédagogiques consistent en des séances en classe où on amène nos propres outils pédagogiques pour parler de plusieurs thématiques et parler des thématiques en lien avec nos problématiques de territoire. D'accord. Voilà. Donc c'est des outils pédagogiques comme on a pu le voir au tout début dans le sommaire. Ah oui, c'était le sommaire, vous m'avez vu, vu jouer au Lego. Mais si vous n'étiez pas là, ils sont là, les outils pédagogiques. C'est ce qu'on a en amorce, on peut dire vulgairement, c'est tout ça. Voilà. Vous arrivez avec votre matos. On arrive avec notre matériel, on arrive en complément des enseignants
Et on essaye de manière ludique et de transmettre aux enfants à travers le vécu, le toucher, le sensoriel, toutes les problématiques et toutes les thématiques. Sauf que ça, c'est ce que vous faites depuis toujours à Arina Chita. C'est ce qu'on fait depuis toujours. C'est pas pour ça qu'il y a un label éco-école. Alors qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il y ait le déclic? Alors pour qu'il y ait le déclic, comme les écoles font déjà beaucoup d'éducation à l'environnement, Romain le disait très bien en première partie d'émission, je pense qu'il faut les inciter dès le printemps justement à s'inscrire pour faire partie du réseau et ensuite, dès le début d'année, les programmes auxquels ils participent naturellement, les inclure dans la démarche éco-école. Quel est l'avantage? Parce que vous y allez, il n'y a aucune raison de faire partie du label éco-école. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner ces écoles? Éco-école, ce n'est pas seulement un label, c'est avant tout un projet. C'est un projet concret et positif. La façon dont on amène les gens à travailler sur ces enjeux d'environnement et de développement durable, c'est une façon où on essaie de ne pas être dans des discours alarmistes. Il y a des réalités qui sont difficiles pour notre société aujourd'hui. La population mondiale croît de milliards en milliards quasiment toutes les décennies. On va être 11 milliards à la fin du siècle, paraît-il. On est 7 milliards maintenant. On était 2,5 milliards en 1950. Il y a 60 ans, on a plus que doublé. Donc les impacts, enfin nos activités, tout le monde veut une voiture, un frigo. L'impact de nos activités économiques, de nos interactions, de nos voyages sur la planète sont considérables, vraiment considérables. Et il y a des gens qui disent qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère géologique. C'est-à-dire que pour la première fois, l'humanité génère tellement d'activités qu'elle transforme le milieu dans lequel elle vit, elle transforme la biosphère, elle transforme les écosystèmes de manière profonde. Et la société fait face à ça. Alors on n'en a pas complètement conscience, on n'en perçoit pas encore complètement les effets, on va vraisemblablement le vivre de manière beaucoup plus crue dans les décennies à venir. Et en fait, notre travail, c'est d'accompagner les transformations de la société pour Romain. Faire face à ça. Ça, j'ai bien compris. D'ailleurs, une question, est-ce que ça ne commence pas à la maison, l'écologie? Ça commence. C'est partout. C'est partout, l'écologie. Sauf que là, Céline, elle fait un travail au quotidien. En quoi, je répète ma question, mais en quoi c'est mieux avec vous? Alors, Céline, répondez. Moi, je pense que comme les écoles font beaucoup d'actions d'éducation à l'environnement, avec plusieurs partenaires, comme vous l'avez dit, le parc et d'autres associations, l'intérêt pour une école de s'inscrire dans cette démarche, je pense, c'est de réunir toutes ces actions et de réunir tous ces acteurs d'éducation à l'environnement du territoire pour construire une réflexion de développement durable sur peut-être du plus long terme et non pas sur une année scolaire 2014-2015, mais vraiment s'inscrire dans la durée et avoir une réflexion sur tout l'établissement. En fait, une école, c'est un peu comme une planète en miniature. C'est un lieu de vie, c'est un lieu où on a des activités, c'est un lieu où les gens sont en interaction. Et du coup, on peut expérimenter par la pratique d'un projet comme Éco-École, on peut expérimenter ce que nos dirigeants essaient de mettre en œuvre au niveau international quand ils se réunissent dans des sommets. Tous les 10 ans, ils se réunissent dans les sommets de la Terre où ils essaient de trouver des solutions aux problèmes qui sont clairement identifiés au niveau scientifique aujourd'hui. C'est suite à un de ces sommets qu'est né Éco-École, d'ailleurs. Éco-École est né en 1994 dans la continuité du 3e sommet de la Terre. Ça existe depuis 1970, ces sommets de la Terre. Et en 92, c'était à Rio. Et nos collègues danois ont imaginé ce projet en se disant les solutions qui sont en train de se dessiner pour vraiment transformer concrètement notre société et trouver des solutions aux problèmes qui se posent fortement aujourd'hui, on va essayer de l'appliquer sur un établissement scolaire. Et si on arrive à amener les élèves à pratiquer ce projet-là, ils vont expérimenter qu'ils sont capables d'apporter des solutions et d'être contributeurs du changement. C'est vraiment ça notre intention en fait. C'est de les amener à... Oui, je vous en prie, Christiane. Non, allez-y, pardon. Non, mais je vous en prie, que vous allez dire quoi? Non, j'allais parler, il y a une étude qui a été... Vous avez fait faire une étude sur l'éco-école et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette étude parce qu'elle est super intéressante. On voit qu'il y a vraiment des bénéfices énormes, même au niveau des résultats scolaires. C'est ça qui est assez étonnant, on s'aperçoit, mais je pense que Céline, au quotidien, nous, sur les 7 programmes qu'on mène, ce qui représente environ 1220 élèves sensibilisés chaque année, on se rend compte lors des sorties de terrain qu'il y a ce retour dans la nature, qui n'ont pas forcément au quotidien, ou qui n'ont plus cette prise de conscience. Et ça, on s'en rend vraiment compte. Et même les enseignants au sein des écoles, à la thématique des déchets, au recyclage des papiers, pour parler vraiment d'exemples concrets, on se rend compte qu'il y a une dynamique quand ils utilisent, je donnerai un exemple tout simple, une feuille de papier, de prendre le verso, de l'utiliser toujours au verso au lieu de la jeter à la poubelle. Donc on se rend compte qu'il y a cette démarche-là. Et puis, je vous coupe parce qu'il faut avancer vite, mais on se rend compte aussi qu'il y a même un effet sur les résultats scolaires. C'est surtout ça qui est intéressant. J'ai quelques chiffres là qu'on va regarder sur ma tablette. Je vous en prie, allez-y, Romain. Oui, on a mesuré des choses étonnantes. Effectivement, les parents
parce qu'on a interrogé les parents d'élèves, on travaille avec à peu près 300 000 élèves en France. Oui. On a interrogé leurs parents, en tout cas une partie, et ils disent qu'ils ont constaté que leurs enfants sont plus épanouis à l'école depuis que l'école est dans un projet éco-école. Et les enseignants nous disent qu'ils ont de meilleurs résultats scolaires, que les élèves ont des meilleurs résultats scolaires parce que finalement ça vient donner du sens aux enseignements traditionnels. C'est concret. Oui. Je vais vous donner quelques exemples très rapides. Un professeur de maths va utiliser des éléments de consommation d'eau de l'école ou d'électricité qui ressortent du diagnostic qu'ils ont fait. Et plutôt que de faire des calculs sur des trains qui arrivent entre deux gares, enfin, qui font des allers-retours entre deux gares, là, on va calculer d'une part quelle est la consommation de l'eau ou d'énergie de l'école et quelle est la diminution au fil des actions qui sont mises en place, qu'est-ce que ça génère comme économie. Bon, voilà. C'est vraiment intégré au programme, en fait. Dans les cours. Et quand on peut toucher du doigt les mathématiques, c'est quand même effectivement, c'est vrai que ça sort de la théorie. C'est important. Vous avez 6 axes de travail prioritaires. Je vois, il y a la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie, les solidarités et l'alimentation. On regarde un petit sujet avec Faustine et on en parle tout de suite après, si vous le voulez bien. Je suis dans la cuisine du collège de Vico en compagnie de Jean-Michel. Luc, je ne sais pas si vous reconnaissez Jean-Michel, mais il est venu l'an dernier sur le plateau cuisiner. Tout à fait, c'était pour l'émission Manjar. Oui. Hein, je connais une terrine de sanglier. Mais là, aujourd'hui, donc on est à la cantine du collège de Vico. Dites-moi, Jean-Michel, qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors aujourd'hui, nous avons une salade de tomates, nous avons du poisson pané avec du riz pilaf et un petit fromage pour le dessert. C'est vous qui élaborez les repas. Comment est-ce que vous faites? On essaye pour le mieux de varier. Hein. Nous avons 4 menus à faire par semaine. C'est quoi les secrets d'un repas équilibré selon vous? Un secret d'un repas, c'est une crudité déjà. Hein. C'est un légume surtout, surtout que les enfants, les légumes, ils apprécient pas trop. Une viande, puis bon, un petit dessert, surtout un laitage. On établit les menus au moins sur un mois. Hein. On établit au moins sur un mois et puis tous les mardis, je passe mes commandes pour le mercredi. Et donc le mercredi, ça arrive, on stocke pour la semaine. Hein. On ne fait pas de gros stock non plus, on stocke pour la semaine. Et voilà, et puis ça continue. C'est quoi le coût d'un repas en moyenne? Oh, le coût d'un repas, ça varie entre 2 et 3 euros. Est-ce que vous essayez de respecter les saisons dans vos menus? On essaye, voilà, surtout pour les fruits, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, on essaye. Bon, mais c'est pas toujours facile non plus. Hein. Quelques exemples de repas? Quelques exemples de repas, bon, là en ce moment, des tomates qui reviennent un peu souvent, un peu de ratatouille, parce que c'est encore l'époque. Après, on va commencer en hiver, on va commencer avec les daubes, avec tout ce qui est vraiment chaud, quoi, les lentilles et tout ça. C'est quoi les repas préférés des enfants? Oh, ben, je sais pas, c'est les frites. Les pâtes, les frites, tout ce qui est féculent, bon, mais... Les haricots verts. Hein. Les haricots verts, ça passe encore, mais ils boudent beaucoup. Hein, mais vous êtes obligé de temps en temps. Mais on est obligé quand même de leur faire. On est obligé. Bien que, bon... Ils ne mangent pas trop, mais c'est pas grave. Alors là, on avait un petit sujet sur les cantines. Justement, par rapport à votre étude, je crois que vous avez une partie cantine. Est-ce qu'au niveau local, ici, l'éco-école peut permettre d'intégrer davantage des productions insulaires et du bio? Est-ce que ça fait partie de ça aussi? Bien sûr. Pour avoir le label. Oui, et vous pointez quelque chose d'important, c'est que on est encore sur une île, donc les ressources sont limitées. Et si on fait venir des choses d'ailleurs que de l'île, elles viennent de loin et elles génèrent des pollutions par leur transport. Donc typiquement, une école qui est en Corse, une éco-école qui est en Corse, elle va chercher des moyens de trouver des approvisionnements en local et de favoriser l'introduction dans les menus de production très locale, qui peuvent venir même de très près. Hein. Éventuellement bio si c'est possible. Sauf que vous l'avez dit, il a répondu à la question, bien sûr, hein, il faut mieux du local que du bio. Vous avez dit une école corse, bah oui, ça tombe bien parce qu'il n'y en a qu'une de co-école en Corse. Pour l'instant, il y a une seule école labellisée. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule école labellisée, donc moi j'invite toutes les écoles qui participent. Elle est où cette école d'ailleurs? Sur la région bastiaise. Eh oui. Chez vous. D'accord, je vous en prie, donc Céline. Donc j'invite toutes les écoles qui participent déjà à de nombreuses actions d'éducation pour l'environnement à s'inscrire dès le mois de mai
au réseau Éco-École et à ne pas hésiter à nous appeler à l'association et à appeler à nous appeler à Corté pour les aider justement à avoir cette réflexion globale au sein de l'établissement, de voir justement dans la cantine, est-ce qu'on ne peut pas commencer à sensibiliser avec un programme sur l'alimentation pour sensibiliser l'ensemble de la communauté de l'école, que ce soit les élèves et même, on l'a vu dans le reportage, les personnes qui sont derrière les cuisines. Donc, non, moi j'invite vraiment toutes les écoles parce qu'elles sont nombreuses, faut pas oublier en plus, de elles dire font que le travail, c'est vrai elles font le travail déjà. Chaque enseignant fait un travail d'éducation à l'environnement au sein de sa classe. Alors, vous dites qu'il faut vous aider, mais il y a un diagnostic qui peut nous aider sur le site internet qui va s'afficher. C'est quoi le site d'ailleurs? www.eco-école.org. Et on voit la diagnostic alimentation, par exemple. C'est quelque chose qu'on distribue aux écoles candidates. Expliquez-nous d'ailleurs. C'est les outils qu'on apporte aux écoles. Beaucoup aiment travailler en autonomie. Donc on essaie de leur apporter les outils qui permettent de travailler seuls, en tout cas avec leurs partenaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas derrière leur dos en permanence. Par contre, dès qu'ils ont besoin, ils nous appellent. Et sur ce diagnostic, on a essayé de lister toutes les questions qu'un établissement scolaire est susceptible de se poser en relation avec l'alimentation, donc la cantine, mais aussi les goûters à l'école primaire. Il y a toute une série, il y a toute une série. Il faut remplir tout ça. Et par contre, ils sont pas obligés de tout faire. Oui. Ils choisissent. S'ils ont envie de répondre à 5 questions, ils répondent à 5 questions, mais ils se sont questionnés. D'accord. Et il y a vraiment un accompagnement, vous faites vraiment un accompagnement. Nous, on est là en permanence pour les aider. D'accord. Le relais local. Il y a une centaine de relais locaux en France. Le relais local est là et comme on est déjà amené de par nos activités à se déplacer dans l'ensemble des classes, c'est pour ça qu'il faudrait mutualiser, c'est-à-dire les classes qui participent déjà à nos programmes s'inscrivent à la démarche réseau école parce qu'on est là pour les aider et faciliter aussi même leur travail avec les différents partenaires. Puisque nous, déjà, Association Arinache à Corté, on a un éventail de nombreux partenaires. Alors, l'objectif, c'est d'avoir plus d'auto-écoles, décidément, d'éco-écoles encore. C'est quoi l'objectif? Vous avez un objectif chiffré ou pas, d'ailleurs? 100 éco-écoles en 2017. D'accord, vous avez vraiment du travail. Non, mais ce qui est facilement, puisque vous dites que beaucoup d'écoles font du développement durable, ça devrait être facilement, on va dire, atteint. On compte 52 classes donc, cette année dans nos programmes, donc on devrait pouvoir on est à la moitié. On est à la moitié. Voilà. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne gagne pas d'argent en ayant un label éco-école. On n'a pas un drapeau quand on est éco-école. L'éco-école de Bastia n'a pas un drapeau. Qu'est-ce qu'elle a? Si, on leur donne un drapeau. Vous voyez, on leur offre un drapeau. Et souvent, ils font des économies. Figurez-vous qu'ils arrivent aussi à faire des économies. Ils réduisent leurs impacts sur l'environnement et en plus, ils font des économies. C'est dans l'étude qui est sur notre site internet. Alors, moi, je trouve ça super intéressant. Mais donc, cette éco-école, je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, pour le coup, Christine, aidez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais il n'y a pas qu'en France. Non, mais c'est pas qu'en France. C'est aussi, ils sont présents dans 58 pays. Voilà. Et ça se passe. C'est combien d'élèves 13 millions d'élèves au niveau international. L'évaluation est de 13 millions d'élèves. Ouais, ça fait du monde. C'est qui chapeaute tout ça? C'est l'ONU? C'est qui? C'est l'OMS? Notre réseau d'associations. On est en lien, bien sûr, avec l'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, avec les principales organisations internationales qui s'occupent de ces sujets-là. Et puis, notre association, en fait, est structurée en réseau. Donc, on a des associations sœurs dans tous les pays concernés, dans ces 60 pays. Ce qui est vraiment important de souligner, c'est qu'effectivement, vous disiez, vous faites des gestes, vous, au quotidien, toute l'année, vous allez dans les écoles. Mais avec ce principe de l'éco-école, je ne sais pas si ça a vraiment été intégré, c'est qu'on a un programme sur l'année. C'est ça qui est intéressant. Même sur plusieurs années. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on fait concrètement... Ça structure le projet. Ça crée un fil conducteur. L'accompagnement, c'est aussi ça. C'est on les aide un peu pas à pas. À pérenniser leurs actions et leurs thématiques, parce qu'ils peuvent très bien commencer par une thématique une année sur l'eau et ensuite continuer sur l'alimentation et se questionner comme ça. Je pense que c'est... ils gardent pas, par exemple, un sujet sur le long terme. C'est-à-dire, cette année, ça peut être l'eau, l'année prochaine, ils peuvent changer. la biodiversité. Voilà, ils sont quand même libres. Ils sont libres. Les écoles sont libres. Et c'est le but aussi, de les laisser libres de leur choix, de la thématique. On voit qu'il faut intégrer beaucoup de monde. On parle d'élus, etc. Est-ce qu'ils vous aident, les élus? Est-ce qu'il y a un vrai relais ici en Corse? Ou est-ce que vous êtes un petit peu seul à prêcher dans le désert? Expliquez-nous, Céline. Nous, au sein de l'association, nos partenaires sont les collectivités locales. On a également aussi des partenaires privés. Mais on est aidé de façon à ce que tous les programmes et toutes les actions qu'on mène dans les classes soient gratuites. C'est ça qui est important aussi. Il faut savoir quand vous faites faire des sorties, etc., c'est ça. C'est pris en charge pour l'école. Voilà. D'accord. Ça n'a pas un coût. D'ailleurs, ça n'a pas un coût de venir éco-école. Vous avez dit qu'on faisait des économies, j'ai bien compris, mais il n'y a pas de... Non, ça n'a pas de coût. C'est vraiment... En combien de temps on devient une éco-école? Ça peut prendre un an. Oui. Le plus rapide, c'est un an. Il y a des étapes bien précises à suivre. Il y a une méthodologie de projet qui est en 7 étapes.
Très simple en fait, hein, c'est très simple. Vous le distribuez dans ce voilà, hein, voilà, l'essentiel, dans le manuel, voilà. Dans le manuel, dans le site, on les a là. On se questionne ensemble, on travaille en groupe, on se questionne collectivement, on établit du coup des actions, des priorités d'action, les choses qui nous paraissent les plus importantes pour l'école. Et puis on va communiquer dessus aussi, et puis on va essayer de célébrer un peu les choses qui se passent bien, les résultats auxquels on arrive. Allez, j'aimerais, avant de finir, il nous reste 2 minutes pour finir, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de la fête de la science qui démarre aujourd'hui. Oui. Et décidément, vous en faites du côté d'Arina. Chita, vous êtes aussi là-dessus. On est aussi là-dessus parce qu'on est donc CSTI, donc on diffuse la culture scientifique en Corse et on a la coordination de la fête de la science sur le territoire. Et aujourd'hui, donc à l'hôtel Pinarel, il va y avoir une conférence sur la bilharziose. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une rencontre, je vois, des rencontres de la biodiversité. De la biodiversité. Les parasites de nos rivières zooment sur la bilharziose. Bilharziose. C'est quoi ça? C'est un sujet qui a occupé tout l'été. J'ai fait montre de toute ma culture, là, en direct. Un sujet qui a occupé tout l'été la région de Porto Vecchio. Oui. Donc on a des conférenciers qui viennent pour essayer de répondre aux interrogations de la population sur ces parasites des rivières qui ont inquiété. Donc dès aujourd'hui, et ce, pendant combien de temps? Et durant 3 semaines. Durant 3 semaines. Voilà. Là, vous avez créé beaucoup de vocations, j'en suis sûr, Romain. Donc là, on va sur Internet et on remplit un fascicule. C'est le chef d'établissement qui le fait? Comment ça se passe? On va relayer par le biais du CPIE l'information sur les moments des inscriptions. Et puis sur Internet en avril-mai. Avril-mai, on peut s'inscrire en ligne. Mais c'est qui? C'est le chef d'établissement qui le fait? Le chef d'établissement ou un enseignant, mais au nom de l'équipe. Et à chaque fois que vous vous déplacez en Corse comme ça, quand il y a des inscriptions, on compte sur le CPIE pour faire ce travail. Vous venez que sur le plateau d'INSEE, vous? Avec grand plaisir. Bon, d'ailleurs, parce qu'on le rappelle, vous êtes venu spécialement de Paris. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir invités. Bon retour du côté du centre Corse. Merci. Allez, il faut recruter maintenant. Hein. Merci beaucoup, Céline. Et nous, Christina, on reste dans la deuxième partie de l'émission. On va parler de toute autre chose. Hein. Oui. C'est la surprise. Ah, d'accord, on fait une surprise. Bon, d'accord. Alors, on fera une surprise. On va parler d'une association très, très utile. Ne vous inquiétez pas, c'est dans quelques petites minutes. Je compte sur vous. Allez, à tout de suite. À tout de suite.